Eh bien, bonjour à tous dans Cult & Click, l'émission ciné-série de Gaming Live. Et ça fait extrêmement plaisir de recevoir des invités de marque. Et oui, parce qu'on a tout de suite maintenant Orelsan et Gringe qui sont présents sur le plateau. Et on va pouvoir parler un peu de leur passé et surtout du film Comment c'est loin qui est sorti aujourd'hui. Alors, vous le savez, on a enregistré l'émission un peu en avance. Donc, on est le jour d'avant de la sortie du film. Donc, ils sont un peu extrêmement tendus. Ils ne savent pas encore comment ça va fonctionner. Mais nous, on est très confiants pour eux parce qu'on a aimé le film. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Déjà, je vais aussi présenter les personnes avec qui on le fait. Donc, il y a Cardel, qui est mon co-animateur sur Gaming Live. Et évidemment, Brigitte, qui est rédactrice sur Allociné. Bonjour. 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 On commence par le début. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment il s'est passé comment s'est passé un peu le premier rendez-vous entre vous deux? Comment les choses ont commencé? Sur Mythique, hein. On a répondu à une annonce un peu lubrique. Homme abonné, je cherche homme abonné. Et non, on s'est rencontrés super simplement. On est tous les deux quasi originaires de la ville de Caen. Je dis quasi parce qu'on a déménagé avant d'arriver à Caen, mais on s'est rencontrés à Caen. On avait appris par des intermédiaires que l'un et l'autre rappaient. Et un jour, Aurel vient me voir, je faisais un stage de fin d'études dans un skate shop. J'ai un ami à moi qui était vendeur et qui m'avait pris comme vendeur, quoi. Et Aurel est venu me voir directement pour me dire j'ai entendu que tu rappais, machin, mais mes potes m'ont dit que tu étais bon et tout. Et il avait un ensemble, je me rappelle, militaire, cambodgien, je crois, un truc improbable. Il avait une attitude déjà complètement loufoque et tout, et ça m'a séduit, quoi. Et je lui ai dit, viens, on va manger ensemble. Et l'instant d'après, on avait brisé la glace et c'était parti, quoi. On avait décidé d'acheter un micro. Ouais, c'est vrai. L'achat du micro commun, la première étape. Ouais. Ok. Et direct de ça, vous êtes partis sur on va faire des chansons ensemble. Ouais. Comment c'était? C'est des featuring de l'un dans l'autre. Tout de suite, il y a eu l'idée de faire un duo. Bon, c'est pas vraiment, c'était beaucoup plus confus dans nos têtes à cette époque, tu vois. Ça veut dire, au début, on faisait des chansons ensemble, on faisait des chansons sur des phases B, sur des instrumentaux, quoi. Et on faisait aussi des chansons en solo, on a toujours fait les deux. On a sorti une première mixtape en 2003, je crois, un truc comme ça, 2002. Et puis même, on a fait des morceaux, notre première mixtape, c'était genre les morceaux de 2001 à 2003 qu'on avait fait. Et t'avais des solos et des morceaux à deux, quoi. Donc on a toujours fait un peu les deux. Et on s'appelait Aurel et Gringo à l'époque. Aurel et Gringo. Ouais. Mais il y a déjà, je crois que sur ton YouTube, la première chanson c'est Aurel et c'est Ramen. Il y a même pas, c'est pas Orelsan encore. Oui, c'est ça, je m'appelais pas Orelsan encore. Parce qu'en fait, à la base, je m'appelais Aurel, c'était ça mon pseudonyme. Et en fait, quand j'ai voulu déposer Aurel à la SACEM, ça existait déjà. Et donc, j'étais dégoûté. Et c'est là que j'ai décidé de m'appeler Orelsan. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas, 4 ans plus tard, qu'en fait, c'est moi qui l'avais déjà déposé. Mais, une fois, en fait, je m'étais inscrit sur un coup de tête. Et en fait, du coup, c'est moi, les deux pseudos m'appartiennent. mais ouais, j'étais dégoûté. En fait, normalement, je m'appelais juste Aurel, tu vois. Bon, maintenant, je m'appelle Orelsan, c'est un autre délire. Et justement, Big B a parlé donc de la vidéo sur YouTube. Comment vous avez procédé en fait pour faire connaître votre musique, justement pour la diffuser en premier? Est-ce que c'est justement par Internet que vous avez diffusé tout ça? Ouais, Aurel, c'est lui qui va répondre d'ailleurs, mais c'est MySpace, un des pionniers, quoi. Ouais. En fait, nous, on avait commencé à faire des petits clips, des home vidéos qu'on postait sur Internet, mais à l'époque, il n'y avait même pas YouTube. Ça veut dire on les postait sur des sites, il fallait envoyer des mails à des sites spécialisés. Eux, ça mettait je sais pas combien de temps à uploader et tout. Ou même nous, on voulait créer un site pour mettre nos vidéos en ligne et tout, mais c'était... Et puis après, il y a MySpace qui est arrivé, et puis après, il y a eu YouTube et tout, enfin à peu près en même temps. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai posté, je sais pas, une dizaine de chansons, des espèces de petits sketchs freestyle, et puis des clips, quoi. Saint-Valentin, Ramen, j'avais fait avant, mais je l'ai remis dessus. Sale pute, Changement, et puis tous les trucs de Batman et compagnie, quoi. Et donc c'est vraiment MySpace qui nous a fait marcher, quoi. Et c'est justement quand vous êtes passé sur YouTube que vous avez eu envie de faire des clips, les premiers clips, ou ça a été une autre démarche justement? Non, c'était avant. Ouais. On faisait des petits clips, quoi. On a toujours fait ça. Tu faisais les petits clips, ouais. Ouais. Ouais, c'est un bricoleur, hein. Je crois que t'es un artisan rappeur. Non, il a jamais attendu en fait après personne. C'est là sa force. C'est aussi pour ça que c'est un des premiers à avoir optimisé les réseaux pour se faire connaître. Ouais, moi
de mémoire, je me rappelle qu'il a toujours bricolé ses premiers clips, ses trucs, et jusqu'à l'album des Casseurs. Il est vraiment passé à la réal, du coup, sur l'album des Casseurs. Il a commencé à écrire les clips vraiment, et à les réaliser avec des moyens, on va dire, un peu plus traditionnels, quoi, ou un peu plus courus, quoi. Et, voilà. Et du coup, tous les premiers clips dont vous parlez, par exemple Changement, je crois qu'il y avait Seven Magnitude Production. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi? C'était des copains? C'était une boîte de prod qui était venue vous voir? C'est Ablaye Scratch, en fait. 7e magnitude, comme dans le film, en fait. Et du coup, c'était ça, en fait, ceux qui payaient les clips, même s'ils payaient 150 balles, mais à l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Non, je sais pas combien ils coûtaient les clips, ils devaient coûter... C'est grâce à eux qu'on a acheté une caméra, c'est grâce à eux qu'on a acheté... Et donc, du coup, c'est pour ça que c'était nos producteurs, mais exactement comme dans l'histoire du film, sauf qu'on ne s'est pas rencontrés comme dans le film. Et vos clips sont super inventifs. On se demandait si d'avoir imaginé ces clips, ça avait une influence sur l'écriture de vos chansons, ou c'est l'inverse, c'est les chansons qui provoquent cet imaginaire que vous déployez dans les clips. Je pense que l'un nourrit l'autre. Je pense que tout se nourrit. Par exemple, une chanson comme 1990, c'était l'idée du clip qui m'avait donné l'idée de la chanson un peu. Parce que j'aimais bien les clips un peu old school. Je me suis dit, putain, je vais faire un clip old school. Puis après, je me disais, putain, je vais faire la chanson en entier qui va avec. Ou comme La mort du disque, c'est un peu... des fois, les deux sont imaginés ensemble. Ou comme par exemple Sale pute, c'était une chanson que j'avais imaginée qu'avec le clip, qui n'était jamais sortie sans le clip, quoi. Si l'idée, c'est souvent de scénariser les clips, le premier album des Casseurs Flotteurs, lui, c'est carrément une histoire qui s'enchaîne. Pourquoi vous n'avez pas, quand on vous a proposé de faire un film, pourquoi vous n'avez pas juste adapté l'album en film? C'est toi qui vas dire. Je pense que déjà, dans un souci de ne pas réchauffer quoi que ce soit, parce que c'est jamais ce qu'on a eu envie de faire, d'apporter une vraie proposition, quelque chose de... Puis de raconter une histoire. Aurel, il ne voulait pas faire de biopic. Il ne voulait pas que ce soit un truc qui raconte ni la genèse des Casseurs, ni les prémices de sa carrière en solo. Pas un truc pompeux comme ça. Je pense qu'il avait à cœur de raconter une histoire. Mais il va nous en dire un peu plus. Le premier scénario que j'avais écrit, enfin la toute première version du scénario, il y avait plus de chansons de l'album, c'était plus une adaptation de l'album. En fait, déjà, c'était relou parce que les chansons, on les connaît. Et je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'écrire vraiment des chansons qui servaient le truc. Et puis, ça faisait plus un sorte de film d'arrêt d'essai avec quelques vannes et quelques clips intégrés. Mais c'était pas un vrai film, quoi. Et à force de réécriture, on s'est dit, on va faire un vrai film, faut s'inspirer de l'album, mais on peut pas faire exactement la même chose, quoi. Ce qui marche en audio marche pas forcément au cinéma, quoi. Et du coup, par exemple, la séquence de l'abri de bus, ça, c'est parce que ça fonctionnait bien en clip, enfin, ça fonctionnait bien sur l'album, que vous avez voulu le réintégrer, ou c'est parce que justement, ça coulait dans l'histoire? C'était les deux, c'est toujours pareil, t'en as un qui inspire l'autre, quoi. L'abribus, ça marche tellement bien pour montrer des mecs qui glandent. Et en fait, on a fait 2 clips de l'abribus avant qu'on n'a pas réussi à sortir parce qu'ils n'étaient pas assez bien. Et là, on s'est dit c'est vraiment l'occasion de vraiment le faire et ça marche bien dans l'histoire. Et ça nous permettait aussi de réécrire. Et puis l'abribus, depuis, ça a donné Bloqué aussi. C'est ça qui a donné naissance à Bloqué, ce concept de jump cut comme ça, qui est tout simple, mais qui marche bien pour montrer la glande. Et donc, du coup, l'un nourrit l'autre, quoi. On a par exemple l'exemple de Straight Outta Compton qui est sorti récemment, qui est un drame social. On peut aussi parler d'Eight Mile. Beaucoup de films qui parlent de rap choisissent justement le drame social pour en parler. Vous, pourquoi vous avez choisi plutôt la comédie? Vous dites souvent comédie semi-musicale d'ailleurs. Qu'est-ce qui a influencé un peu ce choix? Je crois qu'on n'a pas des vies dramatiques socialement. On aurait pu le jouer, mais ça ne correspond pas à notre musique. Ouais. Notre musique a quand même beaucoup de second degré. Ouais, après, ce qu'il en ressort, c'est que les gens qui ont vu le film nous disent il y a quand même un discours, qui a une dimension sociale. Vous mettez en lumière ces jeunes-là qui dans des coins où il n'y a pas beaucoup de boulot, où il y a peu de perspectives d'avenir, et où si on n'a pas un truc à quoi se raccrocher, une passion, un objectif et tout, on peut vite se faire bouffer par le temps qui passe et tout. Et donc, voilà, ils nous disent, il y a comme un message d'espoir un peu. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Et c'est vrai que ni dans la musique, ni dans le film, je pense, si tu es d'accord avec moi, on n'a jamais eu pour ambition de marteler un discours ou même de faire de servir de modèle, entre guillemets. C'est juste qu'on met juste ça en lumière, quoi. C'est des trucs qu'on a vécu, donc ça met la lumière sur cette jeunesse-là qui existe. Bah ouais.
et y compris dans la musique, qui n'existait pas avant que tu t'arrives. C'était pas une jeunesse qu'on entendait ou dont on parlait dans le rap. Et je pense c'est un peu la même chose dans le cinéma de manière plus générale. C'est pas le genre de film qu'on a l'habitude de voir avec cette jeunesse-là, quoi. Je crois que c'était inspiré de la 25e heure suicide social, enfin de 24 heures avant la nuit, parce que le film a changé de nom entre deux. Ah bon? Ouais, parce que c'était D'accord. déjà pris 25 heures avant la nuit, donc c'est devenu la 24e. C'est le même qui l'avait déposé. Et le truc, c'est que pour le coup, Suicide Social, c'est inspiré du film et c'est vraiment focus sur, justement, j'ai parlé de la société, et ça aurait pu donner un Health. Et c'est vrai que là, pour le coup, il y a vraiment des moments où on a l'impression que c'est une comédie. Enfin, il y a des scènes, c'est comédie. Bon, on La est camionnette. dans le buddy movie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'était le ton qui correspondait le mieux au film, quoi. Et puis après, c'est toujours un peu mystique quand tu écris une histoire. Tu passes par plein de trucs différents, tu essaies de jouer sur... En fait, moi, quand j'écris, peut-être parce que je suis novice, mais je me dis pas, tiens, je vais faire un film social, tiens, je vais faire une comédie. C'est juste, j'écris, et puis après, je regarde ce qu'on sort, et puis je découpe, et puis je recoupe, et puis sur 1 an et demi, tu changes tes trucs. Mais c'est comme souvent, on nous dit, ouais, il y a un message dans le film. J'écris jamais en me disant, tiens, je vais faire passer un message. C'est juste, au bout d'un moment, le message, il se dessine, et puis tu t'affines. Justement, qu'est-ce qui est différent dans l'écriture, par exemple, dans l'écriture de l'album des Casseurs Flotteurs, ou dans l'écriture du film? Qu'est-ce qui change dans la manière de faire? Tout, c'est pas pareil. Écrire de la musique ou du cinéma, ça n'a rien à voir. Même si les deux sont kiffants. Nous, en écrivant du rap, je pense qu'on a une bonne notion des dialogues. Il y a un rythme, il y a un truc, et notre film il est super dialogué. Il n'y a pas trop d'impro, c'est assez écrit. Même nos personnages, ils parlent presque mieux que nous en vrai. Enfin, ils parlent mieux que nous en vrai même. Et donc, du coup, la différence, c'est aussi que quand tu fais, mais ça c'est plus global, quand tu fais de la musique, t'es 1, 2 ou 3 maximum, quoi. Enfin, nous, dans notre cas. Et quand tu fais du cinéma, tu bosses avec 150, 200 personnes. Et donc, forcément, tu peux aller chercher des gens pour t'aider. En musique aussi, tu peux, mais pour faire une chanson de 3 minutes et des rimes, c'est pas tout à fait pareil. Et moi, ce que j'aime bien quand j'écris du autre chose, comme un film, c'est qu'il n'y a pas de rime à trouver. Et ça, c'est tellement cool. J'avais tellement marre de passer du temps à chercher des rimes et tout. Ok. À quel point le film est autobiographique? Parce qu'à un moment, vous avez dit que ça n'était pas un biopic, mais ce sont des choses vécues. Quelle est la part d'autobiographie dans le film? Autobiographique à 87%. Exactement. Je sais pas, je pense qu'en 1h30 de film, il a fallu tout condenser de toute façon. On raconte une histoire, un truc, enfin des histoires qu'on a vécues, voilà, distillées sur 10-15 ans. Et du coup, Aurel, il a pris des échantillons de tout ça. Il y a des choses, moi, que je trouve très fidèles à la réalité. Nos relations sentimentales, la manière de tuer le temps avec nos potes, les questions qu'on peut se poser sur notre avenir, c'est des choses qu'on retrouve dans le film et qui sont, je trouve, assez fidèles à ce qu'on a pu vivre. Après, il y a tout un tas de choses romancées, le coup de pression qu'on se prend par nos producteurs, le morceau qu'on nous commande en 24 heures, c'est quelque chose de fictif. Ça, pour le coup, on n'a jamais fait un morceau en 4-5 heures, on n'a jamais écrit un truc comme ça de manière compulsive et sous la pression de nos potes. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui sont romancés pour les besoins du film. On raconte une histoire. C'est pas un biopic dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on raconte pas c'est pas un film de rap, c'est pas un film sur le rap et c'est pas un film sur 2 rappeurs. C'est vraiment un film sur 2 mecs lambda de la trentaine dans une ville de province qui font du rap. Donc, il y a des séquences musicales en rapport à ça, mais c'est tout. Pour rebondir sur ta réponse, le truc c'est que le film, donc c'est Orelsan et Gringe, mais et c'est pareil un peu avec les clips et c'est pareil un peu avec les textes. On ne sait pas à quel moment en fait on est en train de découvrir un peu pas de la télé-réalité, mais on voit vous précisément qui vous êtes, votre vie, la genèse. En plus, il y a un rapport avec quand tu étais dans l'hôtellerie, je crois aussi avant. Enfin, il y a énormément de points qui sont des points de votre vie. Et après, il y a une part fictionnée, et du coup, comment vous faites le tri entre le message de dire non, quand il y a tous les débats sur les féministes, machin, non, mais c'est un personnage, non, mais c'est moi. Comment on fait le tri sur tout ça? Bon, on ne fait pas le tri, c'est que des personnages. Quand on parle de ce débat-là, je veux dire, à partir du moment où c'est filmé, mis en scène,
c'est faux, tu vois. C'est pas un documentaire et puis on n'est pas des politiciens. Et puis je pense après le reste, tout ce que tu fais, même quand tu fais jouer des personnages qui n'ont rien à voir avec toi, je pense que ça part de toi forcément, c'est inspiré de ton vécu. Enfin, tu mets toujours une forte part de toi. Quand j'écris des dialogues ou quand je crée des personnages, il y a forcément des trucs que je leur fais dire, que j'ai pensé, ou que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un filtre, ouais, tout le temps. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le docu, quoi. Ouais. On n'est pas dans le... On pose pas une caméra et on est... C'est comme pour tout, c'est comme le programme court bloqué. Les gens nous disent, mais vous êtes vraiment comme ça dans la vie, sur un canapé? C'est ce que vous avez vécu? C'est le genre de discussion que vous avez pu avoir? Non. C'est genre... c'est une compilation de toutes les phrases les plus folles qu'on aurait pu se dire. Mais et puis voilà, on n'est pas si con dans la vie de tous les jours non plus. C'est très rare des pâquerettes, mais c'est volontairement bête et drôle. Il y a des fulgurances. Non, dans la vie, on est pas ça, quoi. Puis c'est pas comme ça qu'on a envie de se mettre en scène dans la musique, en tout cas. Mais je pense qu'il ne faut pas faire le tri. Enfin, une fois que tu regardes un film, c'est comme quand tu regardes un Woody Allen, tu te dis pas est-ce qu'il est vraiment comme ça? Bien sûr qu'il est un peu comme ça, ou enfin tout plein de personnages, quoi. Mais du coup, ouais, bien sûr qu'il est un peu comme ça, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il couche avec des gamines de ça, peut-être quand même. Là, je sais, mais tu vois ce que je veux dire, on se pose pas la question. Okay. Et tout à l'heure, vous aviez dit justement que vos personnages parlaient mieux que vous, apparemment, mais à quel point est-ce que vous avez justement un peu polissé les dialogues? Est-ce que vous avez eu peur de l'interdiction en salle aux moins de 12 ans, par exemple? Est-ce que justement vous avez un peu lissé vos dialogues ou pas du tout? Vous avez juste écrit? Non, c'est pas posé la question. Comme dans la musique, hein. Ouais. Comme sur l'album. C'est marrant que tu parles des interdictions. Je me suis posé la question. C'est la première fois que je me dis, tiens, c'est vrai, est-ce qu'il est interdit? Ça se trouve, il est interdit aux moins de 12 ans, on n'est même pas au courant. Franchement, je pense que si ton fils a moins de 12 ans, il ne faut pas l'emmener voir le film. 14, c'est bon, je pense. 14, ça passe? Ouais. De là à l'interdire, je sais pas. Moi, je me suis rendu compte à une avant-première, il y a la nièce de ma copine, elle a fait venir sa nièce qui a, je sais pas, 9 ans. Et en fait, je me suis rendu compte en réalisant qu'elle était dans la salle à quel point le film était grossier par moments. Et beaucoup de mots putes qui revenaient, par exemple. Vachement de discussions très crues. Et je me suis dit, mais c'est fou, ouais, en fait, il y en a... Ouais, parce que c'est ça, c'est pour se mettre vraiment dans l'intimité de deux personnes qui se parlent, il n'y a pas de caméra, tu vois, c'est pour ça que c'est de la fiction. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant. Mais ouais, on ne s'est pas posé... Ça, c'est pas des questions qu'on se pose. À aucun moment vous vous êtes dit, tiens, là, on va trop loin, ou on pourrait aller plus loin? Puis même, franchement, on est au cinéma, on regarde beaucoup de films, il y a 1 million fois pire, quoi. Je pense que c'est... Voilà, quand tu pratiques, je sais pas, tu travailles un art, un truc et tout, mais jamais... pour moi, l'essence même du truc, c'est de ne pas se censurer, c'est d'y aller avec comme le morceau sale pute d'Aurel. Moi, je maintiens encore aujourd'hui que c'est une chanson d'amour, complètement désabusée, désœuvrée, trop violente, même trop violente. On se demandait si on avait cherché à vous imposer, entre guillemets, d'autres acteurs connus pour peut-être avoir une affiche un peu plus commerciale, ou est-ce que voilà, ça a été votre film à vous tout le temps? On ne vous a pas imposé Non, on ne nous a pas imposé personne. C'est là où ils étaient super cool, Nolita, nos producteurs, et les Canards Sauvages. C'est que dès le début, de toute façon, c'était clair que c'était un film de potes qu'on allait faire avec nos potes, avec Blaise, Cred, Claude et Bouteille et nous. Et c'était sûr qu'on n'allait pas mettre d'autres gens. Après, on s'est posé la question pour 1 ou 2 rôles, parce que il y avait des acteurs qui auraient bien fait le truc. Mais une fois, en fait... Moi, je me suis pas mal inspiré de Marche à l'ombre. Enfin, Marche à l'ombre, c'était une bonne ref pour le rapport entre les 2 gars et tout. Et Michel Blanc, il avait lu le scénario du film de Comment c'est loin. Et il avait bien aimé. Et j'avais fait un rendez-vous avec lui et dans ma tête, je me disais, putain, faut que j'en parle avec lui parce que ça se trouve, ça l'intéresserait de jouer dedans et tout. Et je vais voir Michel Blanc et la première chose qu'il me dit, c'est, je pense qu'il te faut personne de connu dans ton film. Donc il m'a aussi aidé à carrer ça. Effectivement, ça donne de l'authenticité au film. Et un autre truc qui est authentique, c'est qu'il y a entre autres votre grand-mère, ta grand-mère qui a tourné dans le film. Ouais. Voilà, comment est-ce qu'elle a accepté tout de suite J'ai fait passer beaucoup de casting, j'ai casté beaucoup de grand-mères. Non, elle a accepté directement, ça lui plaisait.
Enfin, elle a dit oh oui. Enfin, elle fait elle a fait un peu de théâtre quand elle était petite, donc elle était contente. Ça lui rappelait un peu ses années du théâtre. Et puis c'était rigolo de tourner avec elle parce que, enfin, d'autant qu'il y a d'autres personnes. Enfin, nous c'était notre première fois, mais elle a vraiment aucune notion de plus rien à son âge. Ouais, c'est ça. Et elle était un peu le but du jeu presque quand je jouais avec, c'était de faire croire que ça tournait pas quoi. Mais c'était rigolo. Et vous n'avez pas eu peur, justement, étant donné que ce ne sont pas des acteurs professionnels la plupart, pas que le jeu soit faux, parce que ce n'est pas le cas du tout, mais que justement la manière de jouer sorte peut-être les spectateurs du film, parce que voilà, ce ne sont pas des acteurs professionnels. Vous vous êtes posé cette question ou pas du tout? Grave, même pendant le tournage. Ouais. Hein. J'ai le sentiment d'être sur la brèche en permanence, parce que déjà, ni moi, ni Aurel n'étions sûrs d'être crédible, d'être juste, d'être dans les bonnes intentions. Alors effectivement, on s'écoutait beaucoup. Il y a Christophe Offenstein qui co-réalise avec Aurel, qui nous a vachement cadré, rassuré. Mais quand on se retrouvait en vis-à-vis avec Aurel ou avec d'autres mecs, d'autres potes à nous du film, il y a des moments où moi je me le disais, quoi. Là, on part je sais qu'on part dans tous les sens. Puis au final, il se passe quand même des moments, il y a peut-être des trucs Christophe et Aurel ont chopé, mais ouais, c'est des questions qu'on se pose, bien sûr. Ouais. Mais on était une petite équipe, ouais. On était, je sais pas, une vingtaine, un truc comme ça. Et du coup, ouais, ça dépend des scènes. Quand je jouais pas, du coup, je pouvais diriger, j'avais un petit retour. Et par contre, quand je jouais, en fait, je lâchais complètement le truc, quoi. Mais ça dépend des scènes, parce qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, il y en a où tu es plus présent que d'autres. Mais heureusement que Christophe était là pour nous diriger. Après, c'est vraiment une choréale parce qu'en fait, Toff, lui, il a la caméra sur l'épaule, il regarde le point, il fait les mouvements, et il vérifie la lumière parce que c'est lui qui fait la lumière, c'est le directeur de la photo. Et moi, je suis en train de jouer et en même temps, je check le jeu, je check les dialogues. Et donc, du coup, on est tous les deux à moitié à ce qu'on fait. Et je pense que du coup, ça fait un bon équilibre, quoi. Mais c'est vrai que le premier jour, je galérais. Parce qu'il y avait trop de pression, je me disais putain j'ai jamais réalisé, j'ai jamais joué, je suis en train de faire les deux en même temps, et en même temps je me coupais les veuches, et j'avais ultra peur de rater ma coupe parce que je savais pas la première scène du film, je me coupe les cheveux en fait. Et du coup j'avais super peur de rater ma coupe et tout, et en plus c'était des impros à moitié le premier jour, et j'y arrivais pas quoi. Et Gringe il m'a dit ouais je pense que là tu galères et tout, pense même pas à la réal et tout, pense pas au cadre, joue juste et puis on verra. Vous quoi. étiez du genre à faire plein de prises pour avoir plein de petits bouts différents, ou au contraire d'essayer de faire des grandes prises, mais une ou deux, qui avaient toute la scène? On fait des grandes prises. Ouais, on joue, on fait des... Après on en fait plein, mais on fait pas genre une phrase, quoi. On fait la scène en entier, on bouge dans l'espace et tout. C'est plus réaliste, quoi. Là c'était vraiment plus, on arrive, on joue, quoi. Et puis... En plus, on filmait en 4K, donc du coup, on pouvait beaucoup zoomer, donc ça nous permettait aussi d'avoir différentes valeurs sur la même prise. Et comme on regardait pas les prises, ça nous permettait presque de shooter 2 fois plus. C'est presque la fin d'un marathon pour vous. Vous avez fait une grosse tournée province, plus toutes les interviews. On se demandait comment vous avez vécu ça, et puis comment vous vous sentez maintenant que le film va enfin sortir partout. Très mal. Déjà, on est super impatients, je pense, l'un et l'autre. Ouais, voilà. C'est hyper éprouvant, effectivement, c'est un vrai marathon, mais à chaque fois qu'on fait une nouvelle ville avec une avant-première et que les gens viennent nous voir, viennent supporter le truc, viennent avec curiosité, on peut prendre un peu la température dans la salle. On a leurs réactions en temps réel, et ça, c'est une drôle d'expérience quand même, parce qu'on est à la fois, on a un œil sur nous, on se regarde un peu jouer, donc on n'est pas trop dans le film, et en même temps, on est là à l'affût de leurs réactions dans la salle et tout. On essaie de se faire un avis comme ça, mais c'est une drôle d'expérience. C'était agréable de voir les gens, de voir qu'ils étaient contents. Moi, j'ai toujours une petite part qui me dit « Ouais, mais c'est des hypocrites, c'est parce qu'on est là, tu vois. » Donc, je suis vraiment pressé de voir demain. Moi, j'ai envie que le film y marche, évidemment, parce que j'ai envie d'en faire un deuxième, et puis aussi parce qu'on a mis j'ai envie qu'un maximum de gens le voient. Et j'ai l'impression que le pari il sera gagné si on arrive à toucher d'autres gens que notre public de base, quoi. Et du coup, pour conclure, quelle est la suite pour vous? Donc là, le film sort ce soir, vu qu'on est en différé, on peut dire. Vous avez la bande originale qui va sortir du film. Du coup, la suite, c'est quoi? C'est un autre album des Casseurs-Flotteurs? C'est des albums en solo? C'est encore un retour dans le cinéma? Est-ce que Bloqué va continuer aussi?
On dirait une fin de manga. Est-ce que Bloqué va continuer? Y aura-t-il? Bah déjà, ouais, la suite, on retourne un peu au rap, mais en solo, quoi. On ferme un peu la parenthèse casseur et Aurel s'attaque son troisième album. Moi, j'en fais un premier. Et le cinéma, moi, j'aimerais beaucoup renouveler l'expérience, ouais. Et voilà. Je sais qu'Aurel aussi dans la réalisation, mais moi, j'aimerais bien rejouer la comédie énormément. J'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit que ça me plaisait. D'un coup, je me suis dit, mais putain, ça me plaît beaucoup plus que de faire du rap. Et parce que moi, j'envisage le rap dans un truc collectif, dans un collectif, et avec Aurel, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus amusant. Donc on verra bien ce que ça donne tout seul, mais j'ai surtout très envie de rejouer la comédie. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Vous le savez, dans l'émission, on est parfois pas très tendre avec les films. Et là, pour le coup, c'était, en tout cas à mon niveau, c'était une vraie surprise. Je ne savais pas du tout ce à quoi j'allais être confronté. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à aller le voir. Et vraiment, donnez-lui la chance jusqu'à la fin du film. Parce que c'est sans doute le meilleur moment. Non, parce que voilà, ne partez pas en masse au début du film, restez jusqu'à la fin parce que la fin est vraiment cool. Et la première heure et demie est très chiante. Le dernier quart d'heure. Non, parce que là, vraiment une heure et demie, tu arrives sur les crédits, donc faut laisser quand même un peu de temps. Le générique de fin. Il y a un caméo après le générique, vraiment un Iron Man 7. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, je vous le conseille. Toute l'équipe a aimé. Allez le voir. Et j'ai envie de dire, on se retrouve tout de suite pour ceux qui sont dans le live et enfin de nouveau en live.